Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. D'abord, comme première invitée, on reçoit la députée de Saint-Jean, députée du Bloc québécois, Mme Christine Normandin, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui touchent la région et des dossiers fort importants. Mme Normandin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, première question, comment se passe la conciliation travail-famille? Parce que lorsqu'on vous a rencontré le 2 décembre, vous étiez sur le point d'accoucher et là, ben, c'est fait. Donc, comment ça se passe, là, la conciliation travail-famille? Ben oui, ça s'est fait dans les jours suivants. Oui. C'était supposé d'être un petit peu plus tard. Il était temps qu'on vous reçoive, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est arrivé juste. Ben, ça se passe bien à date, surtout en grosse partie parce que j'ai un bon petit loup avec moi. Là. Mon petit Léopold, il est conciliant. Il est tout le temps à sourire le matin quand je le réveille. Il n'est pas trop chigneux non plus, puis il n'est pas anxieux. Fait que ça se passe bien. J'ai pu retomber dans mes pantoufles comme députée, avec le soutien aussi de la famille, des amis, puis du bureau aussi. Là, au moment où on se parle, il est dans les mains d'une de mes collègues en attendant que je revienne. Puis le fait qu'il n'y ait pas de travaux à Ottawa, de toute façon, ça aide aussi, là, parce que... Hein? Oui, bien, c'est sûr que la portion Ottawa, elle, est en suspens avec la prorogation, mais ça n'empêche pas que le travail sur le terrain dans la circonscription continue. Mais ça donne un petit break. Bien, c'est ça. Il y a moins de voyagement, là, Ottawa-Saint-Jean, c'est ça. Bon, parmi... le premier dossier, en fait, qu'on va aborder, c'est la baisse des effectifs au poste frontalier. Il y a 4 postes frontaliers là, touchés dans le Haut-Richelieu par ces baisses-là. C'est Clarenceville, Noyant et 2 postes à Lacolle. Comment vous réagissez à cette décision d'Ottawa, justement, de réduire les effectifs alors qu'on parle d'augmenter la sécurité aux frontières? Oui, et quand on parle de réduire les effectifs, dans les faits, ce qu'on parle, c'est de réduire les heures d'ouverture. Oui. Et ça a une incidence sur le commun des mortels, sur les entrepreneurs de la région. Et c'est vrai que ça envoie aussi un message qui est un peu un non-sens. Là. Au moment où le fédéral annonce 1,3 milliard pour améliorer la sécurité partout aux frontières, bien, on coupe au poste frontalier pour la sécurité, pour de l'accès, pour de la supervision. Donc, en partant, c'est un non-sens avec le contexte géopolitique aussi actuel où on s'est fait reprocher le laxisme à la frontière. Première affaire qu'on fait, c'est qu'on coupe des heures, ce qui ne fait pas l'affaire des élus de l'autre côté de la frontière non plus. Donc, ça, c'est un enjeu. Et avec ma collègue Claude de Bellefeuille, qui est la députée de Salaberry-sur-Ouane, on est les 2 élus bloquistes avec une circonscription mitoyenne avec les États-Unis. On est en démarchage. On a fait du démarchage auprès du ministre McGuinty, le ministre de la Sécurité publique, pour lui faire comprendre notre mécontentement et surtout lui adresser des questions quant à certains aspects de sécurité que ça peut soulever. Peut-être qu'on voudra en reparler, notamment pour la question des pompiers. Mais on a eu finalement une fin de non-recevoir à notre demande de revenir à des heures, aux heures qu'il y avait avant la décision. Les citoyens ont plus ou moins été avisés aussi. On fait ça sans tambour ni trompette, là, fermer certaines heures d'accès. Donc, les gens n'étaient pas nécessairement au courant. Il y en a sûrement qui se sont révélés à un poste douanier fermé, dû faire un détour d'une centaine de kilomètres. Donc, on se questionnait beaucoup quant à la pertinence de ça, d'autant plus qu'on annonce des grands travaux au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Quand ça va arriver, on se doute que ça va refouler un petit peu chez nous, puis là, il va peut-être falloir revoir encore une fois les heures. Donc, c'est une décision qui tient absolument pas la route. Là, mais finalement. comment on a expliqué cette décision-là? Parce que c'est quand même... bon, c'est sûr que celui de Saint-Bernard-de-la-Colle, c'est plus important. Les gens ont tendance à utiliser ce poste frontalier-là, mais les 4 postes qu'on parle, c'est quand même des postes importants. Moi, je les prends régulièrement, ces postes frontaliers-là. Donc, comment on explique ça, qu'on ait réduit les heures d'ouverture de ces postes frontaliers-là? Là-dessus, on a eu des messages contradictoires ou à la limite qui ne nous semblaient pas non plus être exactement la réalité. Il y a une des choses qu'on nous a dit, c'est que c'était un peu à la demande des États-Unis, mais on voit que du côté des États-Unis, les élus ont les mêmes doléances que nous à faire savoir. Ils ne sont pas contents de la fermeture des heures. Le président américain nous demande d'être plus présent aux frontières. Donc ça ne tient pas la route. Exactement. Donc ça ne tient pas la route. Et l'autre chose qu'on nous disait, c'est qu'il y avait une faible affluence qui justifiait qu'on ferme l'accès à certaines heures. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé en comité à ce que l'Agence des services frontaliers nous fournisse la liste des heures par heure du nombre de voitures ou de camions pour les entreprises qui passaient, parce qu'on me disait s'il y a moins que 2 à l'heure, c'est pas justifié. Puis on voyait dans la liste que, ben non, il y a bien plus que 2 à l'heure. Des fois, on est du 8-10 à l'heure, puis on a quand même réduit ces heures d'accès-là. Donc, une fois qu'on a posé la question, la réponse qu'on a eue nous a confirmé que ce qu'on nous avait donné comme explication était peut-être pas justifié. Bon, vous aviez parlé des entreprises. Bon, à la base, on pense à la sécurité, mais les entreprises sont touchées parce que là, le camionnage, ça va se faire de façon plus... en fait, ça va être difficile parce que si on ferme les postes frontaliers, bien, les entreprises de la région vont
vont être touchés. Là. Il va y avoir sûrement des retards de livraison, j'imagine. Bien, dans un contexte où on veut aider nos entreprises avec la menace des tarifs qui planent constamment sur leur tête, on ne veut pas leur rajouter des bâtons dans les roues. Et effectivement, ça, c'en est un. Les entreprises vont peut-être avoir à décider de changer leurs heures de transport. Il va peut-être y avoir des coûts associés à ça. Peut-être devoir faire des détours et dans certains cas, encore plus de détours. On peut penser, par exemple, au fait que le pont Jean-Jacques-Bertrand a une limite, une charge maximale de poids. Donc, il y a des gens qui vont peut-être avoir à faire encore plus de détours que ce que le ministre nous disait. S'il y a un poste à l'intérieur de 50 km, c'est pas si pire que ça. Donc, effectivement, ça devient un enjeu pour les entreprises. Bon. Vous parliez des travaux au poste de Saint-Bernard-de-la-Colle. Peut-être nous parler un peu des échéanciers. Qu'est-ce qu'on va y faire? Et est-ce qu'il y a une solution de rechange? Parce que là pour l'instant, il n'y a aucune solution sur la table si on amorce les travaux à Saint-Bernard-de-la-Colle. Bien, en fait, on n'a même pas tant que ça de détails à savoir quand est-ce que les travaux vont commencer. On comprend que c'est pour une réfection de l'ensemble du... C'est vraiment des travaux majeurs qu'on nous annonce. Réfection des bâtiments d'accueil, réfection au niveau aussi technologique. Mais on n'a pas exactement le détail ni l'échéance, mais on sait que ça s'en vient. Donc, à partir du moment où on sait que ça s'en vient, là, on se doute d'ici la prochaine année, dans 2 ans maximum, mais si on a changé les heures d'ouverture à 4 postes de frontière pour l'équivalent d'une couple de mois, est-ce que ça valait vraiment la peine? Surtout, on se dit, est-ce que c'est vraiment une question d'économie de coûts? On met 1,3 milliard d'un côté, puis là, pour 4 postes frontaliers, où finalement, c'est probablement pas si onéreux que ça, garder les heures d'ouverture telles qu'elles sont. Est-ce que ça en vaut le jeu en vaut vraiment la chandelle, considérant qu'il y aura probablement des coûts administratifs à constamment changer puis revenir, puis changer puis revenir? Donc, on ne comprend vraiment pas la décision. Il n'y a rien qui la justifie à nos yeux. Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec les élus de ces municipalités touchés, de Clarenceville, Noyant, Lacolle? Moi, j'ai surtout contacté les maires de mon côté, de ma circonscription, parce que Noyant et Clarenceville, c'est pas dans ma circonscription. Et ce qu'on nous disait, c'est que de leur côté non plus, ils n'ont pas eu vraiment... Ils n'ont pas été contactés. Il y a pas eu de... On leur a pas posé de questions si ça faisait leur affaire, mais eux nous en ont parlé, entre autres au niveau de la sécurité. Je mentionnais les pompiers. Il y a des ententes interfrontalières entre certaines municipalités pour répondre à des feux majeurs. Mais là, dans la mesure où on ferme le poste frontalier pendant la nuit, tout ce qu'on fait, c'est mettre une barrière. Pour la sécurité, on repassera, elle est facilement contournable à pied, cette barrière-là. Par contre, pour un camion de pompiers qui arrive puis qui n'ont pas la clé pour ouvrir la barrière, est-ce qu'on va demander au camion de pompiers de faire le grand détour à la dernière minute pour aller éteindre un feu qui est urgent? Ça soulève des questions. On a posé la question au ministre et on n'a pas eu de réponse à savoir comment il allait mitiger le risque supplémentaire que ça causait, le fait que les barrières allaient être fermées la nuit. C'est ça, parce que les douanes de Lacolle, on appelle ça les petites douanes. Bon, puis mais si on n'a pas accès à ces douanes, parce que c'est Morse, juste l'autre côté, s'il y a quelque chose qui se passe à Morse, ça veut dire que les pompiers, il faut qu'ils fassent le grand tour. Le grand tour pour aller chercher... Je veux bien que ce soit à moins de 50 km, mais c'est quand même... Quand il y a une urgence, il y a une urgence. Oui, c'est ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Encore une fois, on se pose la question, puis on a l'impression que ça n'a pas été réfléchi non plus parce qu'on ne nous a pas donné de réponse là-dessus. En tout cas, il y a un appel qui est lancé au ministre, puis vous attendez une réponse de sa part. Ou on l'a eu, en fait, c'est ça. Vous avez eu une réponse, mais pas satisfaisante. Il n'y en était pas une, exactement. C'est ça, exactement. Bon. Autre dossier, les tarifs douaniers. Je sais que NextDev a mis sur pied un comité stratégique pour tenter d'aider les entreprises. Je pense que vous avez été appelé à participer aux discussions. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez justement de la réaction du gouvernement face à tout ce dossier-là des tarifs douaniers? Mais en fait, à la base, ce qui est un peu... problématique, c'est que la menace des tarifs fait pratiquement aussi mal que les tarifs eux-mêmes, parce qu'à l'heure où on se parle, il n'y en a pas de tarifs présentement Aluminium et acier, oui, c'est ça. Et c'est l'espèce d'épée de Damoclès, finalement, qui fait que les entreprises sont frileuses, décident de retenir certains investissements. On commence de part et d'autre au niveau des fournisseurs pour certains intrants à se questionner comment on va fonctionner. L'instabilité que ça cause est encore ça se trouve plus problématique que les tarifs eux-mêmes. Une fois qu'on les a, on peut s'organiser, puis au fur et à mesure, on peut mettre en place des façons de les mitiger aussi. Mais à chaque fois, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, on doit être en mode exploratoire pour une panoplie de possibilités de tarifs qui pourraient être mises en place et voir comment on peut accompagner les entreprises, parce qu'on ne veut pas non plus recréer ce qui s'est fait pendant la pandémie, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas nécessairement ciblé. D'où l'exercice qui est fait par NextDev pour voir exactement quelle entreprise
risque d'avoir des soucis. Dans quelle proportion? Ce n'est pas nécessairement les entreprises auxquelles on se serait attendu. Ce n'est pas nécessairement les plus grandes exportatrices qui vont avoir des enjeux. Ce n'est pas nécessairement les plus petites entreprises qui vont en pâtir. Donc, il faut que ce soit très ciblé et c'est en fonction de ça qu'on doit mettre en place du soutien au niveau des différents paliers de gouvernement. Parce que, comme vous le disiez, là, il y a différents scénarios qui peuvent être analysés, mais on peut pas vraiment faire un plan, faire un plan d'action et aller de l'avant parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On nous demande de prévoir l'imprévisible, puis s'il n'y a rien de plus imprévisible présentement que le président Trump. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous trouvez que le gouvernement agit bien actuellement dans les circonstances face à ces menaces-là? Je pense dans la mesure où on essaie de ne pas tomber en mode panique. Déjà, juste ça, oui, mais encore une fois, c'est parce qu'on marche un peu sur des œufs. On ne peut pas annoncer une mesure de soutien à quelque chose dont on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Donc, ça devient difficile, mais il semble y avoir au moins une bonne concertation entre les élus. C'est ça qui me permet de croire qu'on est dans la bonne direction. Ce qu'il faudra s'assurer, par contre, c'est qu'à travers tout ça, éventuellement, il y aura des renégociations commerciales. Ouais. On s'en va sur une renégociation de l'ACO, mais ça, c'est notre leitmotiv au Bloc québécois et je pense qu'il est encore plus pertinent maintenant que jamais. Alors qu'on s'enligne sur un nouveau premier ministre qui va être soit un banquier qui va s'intéresser à l'Ontario et au secteur, par exemple, de l'automobile, qui est dans la mire des Américains, soit ça va être quelqu'un qui vient des prairies, du secteur énergétique pétrolier. Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas qu'on oublie tout ce qui est propre au Québec, l'intelligence artificielle, la gestion de l'offre, les forêts, l'aluminium. Donc, c'est nos secteurs économiques clés qu'on doit protéger. Ça va prendre une voix pour parler pour le Québec à travers tout ça. Bon, vous avez fait allusion à M. Carney. Exactement. Je n'ai pas le choix d'en parler parce que ce sera probablement, en tout cas, selon toute vraisemblance, le prochain premier ministre, parce qu'il sera le premier ministre désigné. Il y a les sondages aussi, il y a un effet. Mark Carney, qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que c'est un effet éphémère? Oh, bien, je n'ai pas de boule de cristal. Ouais. On est encore en attente de voir comment il va se débrouiller d'ici à l'élection du 9 mars pour la chefferie. Il va faire ses premières armes dans des débats. Là, on a vu des entrevues à date. Ce n'est pas le même mode de présentation. Là, il va y avoir des adversaires qui risquent de lui rentrer un peu dedans. Puis les conservateurs commencent à lui faire la belle jambe aussi là, sur son passé, sur le fait qu'il a déplacé son entreprise aux États-Unis, qui fait finalement le travail de Trump avec des slogans très frappant. Comment ça va se passer par la suite pour lui? Bonne question. Est-ce que l'espèce de nouvel amour là, que les gens ont découvert pour M. Carney va durer? Actuellement, on a vu que le Parti libéral... Oui, il se passe quelque chose. Est-ce que, comme disait mon chef, c'est juste un bouton de fièvre? Possiblement. Est-ce que ça peut par la suite retomber? On verra, mais le message du Bloc québécois reste d'autant plus pertinent dans un contexte d'instabilité où on ne sait pas ce qui va se passer au jour le jour avec le président Trump. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est dans l'agenda de M. Poilievre parce que, outre critiqué, il n'a pas vraiment présenté son plan d'action. On ne sait pas encore quel sera le plan d'action non plus de M. Carney si c'est lui qui est élu parce qu'il arrive en politique. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? C'est plus ou moins certain, mais dans ce contexte-là, il reste une valeur sûre, c'est celle du Bloc québécois qui va continuer à porter les intérêts du Québec. Donc, ça devient le choix évident. En tout cas, je souhaite que ce soit le choix évident pour tout le monde. La dernière question, c'est évidemment, donc, si M. Carney est porté à la tête du Parti libéral, il deviendra donc premier ministre, mais il ne siège pas aux communes. Donc, est-ce que ça pourrait être une prémisse à des élections plus rapides parce qu'il va vouloir aller en chambre le plus rapidement possible pour défendre ses idées? Donc est-ce qu'on doit s'attendre à des élections rapides? Nous, c'est le scénario auquel on se prépare. On est prêt. On est prêt à décoller autour de la mi-mars au plus tard. Si jamais ça change, ce ne sera pas la première fois. À l'automne, on était prêt à des élections aussi. Finalement, elles ne sont pas arrivées. Fait qu'on est encore aussi prêt qu'on l'était à l'automne, même encore davantage. Mais ça semble être le scénario qui est dans les cartons parce qu'effectivement, il se retrouverait à ne pas avoir de légitimité nécessairement. Il ne pourrait pas répondre à des questions en chambre. Peut-être qu'il pourrait laisser aller aussi cette espèce d'engouement qu'il y a autour de sa candidature. Là. Il veut peut-être profiter de l'effet qu'il y a immédiatement plutôt que le laisser s'estomper. Donc, on ne serait pas surpris que les élections soient déclenchées vraiment très bientôt. Donc, on risque de se reparler très bientôt. Il y a de bonnes chances. Merci beaucoup, Mme Normandin, de votre visite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au retour, on parle à M. Justin Sabourin. Il y a des projets d'expansion en fait, plus que des projets, il y a de l'expansion chez Industrie Rainville. On en parle après la pause. Bonjour, ici François Trépanier. Cette semaine, à la vitrine, je reçois l'auteur-compositeur-interprète Judith Sonne.
et on jase d'entrepreneuriat avec Marie-Josée Rémillard et Marie-Christine Boulet qui viennent de se lancer en affaires. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, un show 100% balle. Les Carouges de la Rive-Sud baseball féminin avec Gabriel Morneau et en deuxième partie, François Lafrenière, pirate maçonnerie pour Conseil de Saint-Jean. Ne manquez pas ça. Mon prochain invité est à la tête d'une entreprise qui voit grand. Il est le propriétaire d'Industrie Rainville, c'est M. Ghislain Sabourin. M. Sabourin, bonjour. Merci, bonjour. Avant de parler là, de tous les projets d'investissement et de vos plans d'affaires, on voit ici sur la table un très beau certificat. En fait, vous êtes certifié employeur remarquable 2025. Félicitations. Qu'est-ce que ça représente, ça? Pourquoi vous avez été certifié employeur remarquable? Bien, on avait déjà gagné l'an passé au Gala de l'excellence ici de la Chambre de commerce. Bonheur au boulot, le prix Bonheur au boulot. Fait que ça nous a amené à vouloir comment on peut faire pour se projeter en être encore meilleur. Et on a appris, on a connu la certification pour être employeur remarquable qui veut démystifier la crème des employeurs au Québec. Fait que c'est géré par le Bureau des normes du Québec. Fait que on a postulé, on a tout rempli les conditions. Puis on est la 33e entreprise au Québec seulement à être certifiée. Ah oui, il y en a seulement 33 au Québec? Oui, on était la 33e à être certifié. Fait qu'on est bien content de ça. Très fiers. Mon équipe est bien. Ça amène de la fierté dans l'équipe. Oui, bien, je comprends. Donc, je vous ai invité parce que vous avez procédé à de nouveaux investissements. Mais il y a un plan que je trouve fort intéressant, un objectif, en fait, que vous avez, c'est d'avoir 300 employés là, d'ici 2029. On va y revenir. Mais d'abord, parlez-nous d'abord de cet investissement là, que vous avez fait, l'acquisition d'une usine à Sainte-Victoire-de-Sorel. Oui, en fait, ce que je veux, il y a 2 marchés que je veux consolider au marché. En tout cas, consolider notre position de leader. Le marché des pâtes et papiers. L'ancienne Bella et à Sorel a emmené un savoir-faire au Québec qui est mémorable, en tout cas qui est... Fait que j'ai déjà 2 usines qui étaient déjà dans ce marché-là, dans ce créneau-là. Fait qu'on a décidé de consolider ce marché-là. On était toujours en compétition. Fait que là, on a arrêté de chicaner. On travaille tous sous le même toit. Puis l'autre marché que je veux consolider, qui est notre position de leader, c'est le marché de la transition énergétique. Hydro-Québec a emmené un savoir-faire qui est reconnu mondialement. On a vraiment un savoir-faire qui est niché, qui est connu. Fait que mes entreprises, je les diversifie dans le domaine de l'hydroélectricité pour garder ce savoir-faire qui est québécois, qui est unique, de garder ce savoir-faire-là chez nous. Bon, parce que votre entreprise que vous avez à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense qu'elle... Dans l'aéronautique. C'est ça, dans l'aéronautique. Donc, oui. pourquoi vouloir diversifier votre portefeuille, si vous voulez, là, en allant dans le pâte et papier et dans d'autres secteurs? J'ai envie de dire une maladie, mais c'est pas une maladie. J'ai un rêve qui est si fort. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un rêve, mais le seul moyen de me l'enlever de mon rêve dans ma tête, c'est de le faire. C'est de le réaliser. Oui. J'ai un rêve de créer 300 emplois. Bon. Pourquoi je me limite à 300 emplois? Tout le monde me dit, Ghislain, à la capacité que tu as, au leadership que tu développes, puis à l'économie que tu vas, pourquoi tu te limites à 300? Je veux que mes entreprises demeurent un côté humain. OK. Et quand je rentre dans mes usines, je connais tout mon monde par le prénom, je connais le nom de leurs femmes, leurs enfants. On a vraiment une ambiance qui est familiale et très, très proche. Je suis proche de mon monde. Je rentre avec ma gang. J'ai un club boosté. Mais je veux garder cette atmosphère de club boosté-là. OK. Puis je pense que la limite que je serais plus capable d'avoir ce club-là, c'est à 300 membres d'équipe que ça va nous amener à 100 millions de chiffre d'affaires. Je serais plus capable d'être aussi proche de mon monde. Bon, c'est ça. Parce que le 300, c'est pas un hasard. Vous l'avez pensé comme ça, puis vous dites que c'est la capacité maximum pour bien gérer un personnel et rendre tout le monde heureux. C'est à peu près ça. Oui, bien que moi, personnellement, je suis proche de mon équipe. Ouais, pour okay. moi, c'est vraiment important, la connexion que j'ai avec ma gang. Et que ce soit à Saint-Jean, à Saint-Bruno, à Montréal ou à Sorel, je veux être connecté avec mes gens. Bon. On a parlé de l'acquisition d'entreprises, mais oui. Dans tous vos projets, il y a aussi le plan d'agrandissement de l'usine de Saint-Jean, des travaux importants. On a investi 7 millions à Saint-Jean-sur-Richelieu pour moderniser notre usine. On est rendu avec des installations olympiques.
On n'est pas des athlètes, mais on a vraiment des installations de haut de gamme, avant-gardistes, qui nous permettent d'avoir un environnement de travail et d'avoir des équipements à la fine pointe de la technologie. On a robotisé une certaine partie de l'usine au niveau de l'aéronautique pour c'est pas gênant de venir chez nous. Autant pour travailler que pour nos clients. On travaille pour Pratt & Whitney, on travaille Rolls-Royce, Siemens, GE. On est vraiment dans la fabrication des moteurs d'avion. Tout ce qui sert à fabriquer un moteur d'avion, tout ce qui sert à faire la maintenance d'un moteur d'avion. Fait qu'il fallait être à la fine pointe de la technologie. Est-ce que c'est un secteur qui a été touché, bon, il y a eu la pandémie, mais est-ce que c'est un secteur qui a été particulièrement touché au cours des dernières années là, par tout ce qui s'est passé et par aussi les tarifs douaniers là, qui planent à l'horizon? Voulez-vous parler de la pandémie ou de M. Donald? M. Donald, il ne me fait pas peur du tout. OK. Pourquoi? Pas du tout. On est tellement dans les marchés nichés que même si... Même si un 25 ça n'affectera pas le chiffre d'affaires ou les transactions que vous pouvez faire avec les États-Unis. On est en relation avec nos clients, on est très proches. Le savoir-faire qu'ils viennent chercher, l'expertise qu'ils viennent chercher chez nous est tellement critique qu'il y en a une partie qui va se prendre sur le taux de change. Malheureusement, le dollar canadien va... C'est ma perception que le dollar canadien va prendre une bêche vers en bas solide. Il y a une partie qui va se prendre là-dessus. Vous n'êtes pas le seul qui le dit sur le plateau, de toute façon. Il y a une partie du taux de change. Le dollar canadien va flasher vers en bas. Puis il y a une partie que c'est le client qui va absorber. C'est que ça soit un client dans l'hydroélectricité ou dans... Je parle de la GSN, nos clients qu'on a en Californie, n'aura pas le choix de venir chercher ses outils par chez nous, même s'il y a des tarifs. Mais la partie de votre chiffre d'affaires avec les États-Unis, c'est la majeure partie de votre chiffre d'affaires? Nous autres, 55 de notre entreprise est vendue aux États-Unis, 10 sur l'Europe. Je suis vraiment un moteur économique. Mes entreprises, c'est vraiment de la richesse que je crée. C'est de l'argent neuf que je rentre dans l'économie canadienne. Puis sur le 35 qui reste sur le marché canadien, il doit y en avoir encore plus que la moitié qui est exportée par nos clients, que ce soit des outils que je vends à Pratt & Whitney à Longueuil, qui sont rechippés à leurs clients aux États-Unis. Et c'est un secteur qui, de toute façon... peu importe les gouvernements, je pense que c'est un secteur, de toute façon, qui permet l'investissement. Les gouvernements favorisent souvent des investissements en aéronautique, justement parce qu'il y a des besoins et que ça génère beaucoup dans l'économie. Effectivement, on est un moteur économique. Industrie Rainville, on est vraiment un créateur de richesse pour la région. On crée 10 fois plus de richesse qu'une entreprise de service. Le fait qu'on vende aux États-Unis, qu'on vende en Europe, on emmène de l'argent neuf, nos fournisseurs, le salaire de notre personnel nous permet de bien rémunérer, qui nous permet de créer plus de richesse dans la région. Bon, ça fait une dizaine d'années à peu près, je pense que vous avez... Oui, exactement, 10 ans. Qu'est-ce qui vous a amené, peut-être nous parler un peu de votre profil d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à acheter cette entreprise-là il y a 10 ans et d'avoir ce plan d'expansion justement là, actuellement? J'ai eu 2 réussites en affaires en étant jeune. J'ai été chanceux, j'ai réussi 2 fois bien dans l'affaire, mais il n'y a pas juste une question de chance. Je suis rendu à ma 3e vie entrepreneuriale. En 2009, je suis parti faire le tour du monde. J'ai pris 5 ans sabbatiques avec ma femme, mes enfants. On est parti 5 ans à découvrir le monde. On a visité une centaine de tribus dans une 60aine de pays. C'était un voyage qui m'a fait grandir. L'homme qui est parti en 2009, puis l'homme qui est revenu en 2014, ça m'a fait grandir. Puis je suis revenu avec le rêve de créer 300 emplois au Québec. Je regarde ce que j'avais bâti avant, je regarde où je suis rendu. J'ai dit, Calvin, c'est la prochaine. Moi, l'emmener à 300 membres d'équipe. OK, fait que c'est ce voyage-là qui vous a... Oui, qui m'a... En fait, que j'ai cogité... on naviguait 50 jours par année. Fait que sur mon 220 jours de tour du monde à voile, j'ai eu le temps, des nuits en mer, à faire la vigie, à voir où est-ce que je me projetais. Puis je suis revenu avec un objectif de créer 300 emplois. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas d'entreprise, là? Non, rien. Je cherchais une entreprise. Quand je suis revenu, je cherchais une entreprise manufacturière qui n'a pas de relève, qui avait vécu une crise économique, qui n'a pas de produits chimiques. Je veux être le plus éco-responsable possible. Une petite facile, comme on dit, là, c'est ça, là? Hein? Bien, facile, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans l'affaire, c'est... je regarde quand je suis parti en affaires... C'est ça la blague, parce qu'il y avait quand... Oui, j'avais un cahier de charge que... Puis la plus belle entreprise que j'ai trouvée, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, Industrie Rainville. Fait que j'ai pris cette entreprise-là qui faisait 5 millions de chiffre d'affaires avec une trentaine d'employés. Aujourd'hui, on est rendu 160 membres d'équipe, 40 millions de chiffre d'affaires, puis on est en route pour notre 300 membres d'équipe. Bon, on en a parlé. Vous avez quand même plusieurs secteurs d'activité.
Quels sont vos plans pour les prochaines années? Est-ce que vous voulez élargir vos secteurs d'activité ou consolider ce que vous avez actuellement? C'est les deux. Je veux une croissance organisationnelle, c'est ça, plus des acquisitions. Par contre, je ne serai jamais plus que dans 5 villes. Mon objectif, c'est d'avoir 5 entreprises dans 5 villes différentes du Québec. Idéalement, j'aimerais ça les avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais le bassin de main-d'œuvre ou le marché ne me permet pas. Mais ça va être un maximum de 5 usines avec 50 à 60 membres d'équipe par usine. Parce que là, actuellement, c'est Montréal, Saint-Bruno, Saint-Jean, c'est ça? Puis Sorel. Saint-Victoire. Oui, exactement. OK. Donc, il vous reste une ville à consolider. À consolider. Oui. Bon. Vous avez parlé de la croissance de l'entreprise. Quand vous avez acheté, là, c'est à peu près 5 millions de chiffre d'affaires. Effectivement. Là, vous êtes rendu à 40 millions de chiffre d'affaires. OK. En 10 ans, on est passé de 30 employés à 160 membres d'équipe. Quand même, hein? Oui, c'est un beau succès. C'est vraiment un succès. Mais en fait, ce qui est le plus beau de là-dedans, c'est mon monde. L'équipe que j'ai une équipe formidable. De voir 157 membres d'équipe officiellement aujourd'hui, là, qui rament tous dans le même sens. L'ambiance de travail qu'on a chez nous est vraiment extraordinaire. C'est ce qui a probablement amené à ce prix que vous avez eu Effectivement. Ouais. Oui. En terminant, bon, vous avez parlé, qu'est-ce que vous aimeriez faire, autant au niveau entrepreneurial que personnel? Bon, il y a 300 employés, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, un autre rêve là, caché à quelque part? Assurer la pérennité de cette entreprise-là. Okay. Je veux m'assurer qu'avant de prendre ma retraite, que ces 300 entreprises, 300 membres d'équipe qui sont là, la richesse qu'on crée au Québec, ça y est encore là. Je veux m'assurer de pas... je ne vendrai pas des Américains, je ne vendrai pas... c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec Donald, mais je veux vraiment que notre entreprise québécoise reste au Québec. D'assurer la pérennité, d'assurer la relève à prendre ma place, de s'assurer que ce qui est acquis ici reste ici. C'est le prochain défi qui... En fait, il me reste encore beaucoup à faire pour amener ça à 100 millions de chiffre d'affaires, 300 membres d'équipe. Mais je vais pouvoir dire, prendre ma retraite tranquille la journée, m'assurer la pérennité de cette entreprise-là à jamais. M. Sabourin, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et puis, bonne chance dans vos projets. Je suis sûr que ça va se réaliser et que vous aurez beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.